Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique 2016. La conférence des chefs d'État de l'Union africaine demande à Paul Kagame, le président rwandais, des propositions fortes pour réformer l'organisation continentale. En 2017, elles étaient déjà sur la table. Au sommet extraordinaire des 17 et 18 novembre 2018 à Addis Abeba, elles sont adoptées. Mais quelles sont ces réformes? L'Union africaine va-t-elle enfin sortir de la grande bureaucratie, de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur? Sera-t-elle plus efficace et plus respectée sur la scène internationale? Trois invités avec moi pour en parler. Saleh Kebzabo, vous êtes député à l'Assemblée nationale du Tchad, chef de file de l'opposition tchadienne. Vous êtes le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, le principal parti d'opposition au Tchad. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vivien Manago, vous êtes juriste, mais vous faites aussi de l'analyse politique. Vous enseignez le droit à l'Université de La Rochelle en France, mais aussi à la faculté de droit de l'Université Mariam Gouabi de Brazzaville. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai avec moi mon confrère Kerwin Maïzo, journaliste, analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Les chefs d'État du continent veulent que la Commission de l'Union africaine soit forte et efficace. Et c'est à juste titre qu'elle est concernée par la série de réformes proposées par le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame. C'est un sujet de la rédaction signée Corinne Camden. La 11e session extraordinaire du sommet de l'Union africaine consacrée à sa réforme institutionnelle s'est clôturée ce 18 novembre à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Réforme destinée à rendre l'institution moins bureaucratique et plus efficace, dont les propositions dévoilées en 2017, son président en exercice, Paul Kagame, envisageait une Union africaine dirigée par une commission puissante. Si la majorité des 55 États membres ont rejeté le projet de Paul Kagame de donner au chef de la Commission de l'Union africaine le pouvoir de nommer ses propres députés et commissaires, ils ont toutefois soutenu les mesures veillant à ce que la Commission soit désormais constituée de 8 membres, dont un président, un vice-président et 6 commissaires, et non plus 10. Dès lors que l'Union va dorénavant se consacrer à définir les grandes options stratégiques continentales, il va de soi que la rationalisation de ces structures s'impose, de manière à éviter des chevauchements, de manière à éviter des doubles emplois. Donc voilà d'où est partie cette idée. Outre le souci de permettre à l'institution d'organiser son travail de manière plus efficace, cette réduction du nombre des membres de la Commission permettra également à l'Union africaine de réaliser 500 000 $ d'économies par an, selon les calculs de la Commission. L'Union africaine a également accepté de réduire le nombre de commissions de 8 à 6, la paix et la sécurité étant alors fusionnées avec les affaires politiques et le commerce et l'industrie fusionnés avec les affaires économiques. Le travail de réflexion sur la réforme, c'est que la réforme ne peut pas être statique, elle n'est pas terminée. Son travail sur cette phase est achevé, est adopté, mais il faut continuer parce que le monde évolue à vitesse grand V et l'Afrique ne peut pas arrêter de se réformer en permanence. Il faut qu'elle continue à se réformer, à s'ajuster et à anticiper de façon rationnelle et pertinente pour pouvoir être présent au rendez-vous du XXIe siècle et être un État continent qui pèse dans les relations internationales et non un continent du moins qui subit à l'image d'une microcentrale, n'est-ce pas, dans le concert des nations. Nous ne sommes pas là pour suivre, mais nous devons désormais anticiper, être un joueur, un global player comme les autres. Nous avons 1 milliard d'individus, nous avons l'essentiel des richesses du monde, nous sommes la puissance d'aujourd'hui et de demain. Maintenant, il nous reste à nous autres de façonner notre destin. Tout relève en grande partie de l'Union africaine, mais aussi du dynamisme des REX, qui sont les commissions régionales, mais également de chaque État et de chaque citoyen africain. Les réformes en cours menées par le président Paul Kagame à la demande de la conférence des chefs d'État ne pourront avoir de réel impact que si l'organisation panafricaine atteint une véritable autosuffisance financière. Rationalisation, efficacité, c'est les mots-clés qui sont à la base de cette série de réformes qui vient d'être adoptée au sommet extraordinaire le 18 novembre à Addis Abeba en Éthiopie. Saleh
Kebzabo, la commission de l'Union africaine, que dirige d'ailleurs en ce moment votre compatriote Moussa Faki Mahamat, est composée de 8 commissaires. Il y a 8 commissions aujourd'hui dirigées par 8 commissaires. À partir de 2021, année d'entrée en vigueur des réformes adoptées il y a quelques jours, ils passeront à 6. Quel regard portez-vous sur cette mesure qui a pour objectif de rationaliser le travail de la Commission selon je pense qu'il faut louer l'objectif en lui-même, oui, qui vise à rationaliser, comme vous le dites, comme ils le disent. Mais je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique parce que ce n'est pas parce que vous passez de 8 à 6 commissaires que vous faites des économies substantielles. Là n'est pas le problème. Vous pouvez passer de 8 à 6. $500 000 par an d'économie. Rien du tout, $500 000. Ah ben. C'est rien du tout. C'est déjà ça. Non, ce n'est rien du tout. Non, moi, je pense que on aurait pu aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Allez-y, expliquez-nous. Mais là où j'ai mis des réserves, en réalité, c'est quoi? C'est que tous nos pays, là, à 90%, sinon plus, sont caractérisés par une mauvaise gouvernance. Vous ne pouvez pas me dire que vous laissez votre pays dans la mauvaise gouvernance et que vous allez prôner la bonne gouvernance au niveau de l'Union africaine. Non, il y a une contradiction. Il y a là une volonté politique à la base qui manque. Commencez d'abord par assainir votre pays. Pratiquez la bonne gouvernance dans votre pays. Donnez l'exemple. Peut-être que Kagame pourrait répondre à cet exemple. Je ne sais pas, je me demande, parce que tout le monde dit qu'il fait bien. Bon, à supposer qu'il fasse bien, et il est heureux que ce soit d'ailleurs lui qui soit à la tête de l'Union africaine pour le moment, oui, pour engager cela. Je suis sceptique. Vous êtes sceptique? Je tourne les pages qui sont passées. Rappelez-vous que jusqu'à maintenant encore, l'Union africaine dépend de l'Union européenne. Oui. C'est-à-dire exactement comme... Mais l'objectif, on en parlera effectivement au cours de cette émission, l'objectif c'est de rompre cette dépendance. Mais vous dites quelque chose de très intéressant qui nous replonge au cœur même des conditions de création de l'Union africaine. C'est toujours compliqué de faire une organisation à 55 quand des gens à 27 sont en difficulté. Aurait-il fallu, comme l'Union européenne, qui a d'abord commencé avec un petit noyau, France, Allemagne, Italie, Espagne, avec des valeurs, des principes, exiger aux autres avant d'autoriser leur entrée, aurait-il fallu emprunter la même voie, Viviane Manango? On aurait sans doute dit que c'était encore du mimétisme de la part des Africains. Voilà. Donc, finalement, on allait encore nous taxer de copier. Bon, non, mais je suis assez d'accord avec le député qui vient d'évoquer son scepticisme par rapport à cette réforme, parce que, finalement, est-ce que la question de l'efficacité se joue à l'ordre du nombre de commissions? Non. Non, c'est pas vrai. Personne ne peut dire aujourd'hui que la commission européenne ne fonctionne pas bien parce qu'elle a plus de 15... Oui, non, c'est pas vrai. Au contraire, j'ai même tendance à penser que ça serait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'une rationalisation trop poussée de portefeuille peut conduire justement à ce que les commissaires deviennent surchargés. Et l'objectif de l'Union africaine, c'est pas de réaliser des économies. Non. Non, ce n'est pas l'objectif de la Commission africaine. Non, mais l'objectif, bien sûr, c'est de couper, mais là on en parlera dans la deuxième partie de notre émission, c'est de couper la dépendance financière déjà. Exactement. Pour être financièrement indépendant, vous ne pouvez pas continuer à vivre de façon dispendieuse en voulant couper la dépendance financière. Non, donc l'objectif de réduction des postes, ça se comprend. Mais réduction de postes, on peut parler des fonctionnaires, on peut parler des directions qui font doublon, mais pas spécialement de la commission en elle-même. Parce qu'aujourd'hui, la réforme qu'on nous vend, à mon sens, celle de la réduction du nombre de commissaires, est une réformette. Je suis presque certain, et là, je pense qu'il y a quelque chose que Kagame a fait qui est intelligent, c'est le fait d'avoir fait accepter l'idée de déléguer, de réduire le nombre de sommets des chefs d'État et de déléguer une partie de ces compétences-là aux commissions régionales. Oui. Là, je crois que c'est beaucoup plus intelligent et astucieux parce qu'on sait que le problème de l'Union africaine, c'est l'absence de volonté politique de la part des chefs d'État. Les chefs d'État ne veulent pas céder en réalité leurs prérogatives auprès de la Commission africaine. Donc essayer de passer par là, cette méthodologie-là, me semble être efficace institutionnellement pour l'avenir. Kawin Maïso, l'objectif est double, mais parlons concrètement. Concrètement, l'objectif de l'Union africaine est double. Efficacité, d'abord rationalisation, travail de façon rationnelle en évitant les dépenses inutiles, et efficacité. Comment comprendre qu'aujourd'hui, il ne soit pas possible pour l'organe exécutif de l'Union africaine d'imposer les mesures à adopter
par l'organisation. On prend un exemple concret. 2015, l'Union africaine décide l'envoi de 5000 hommes au Burundi pour arrêter les massacres. C'est leur mot. C'est eux qui pensent qu'il y avait massacre. Les diplomates ont fait des enquêtes, dit il y a des massacres qui se perpétuent au Burundi. Le président burundais leur dit vos 5000 hommes, vous pouvez les envoyer où vous voulez, mais surtout pas au Burundi, parce que je leur ferai la guerre et vous regretterez. Et puis, rien. Comment régler justement cette question d'efficacité? C'est-à-dire lorsqu'on constate qu'on décide que la mesure décidée soit appliquée. Alors là, me vient l'idée tout de suite deux choses. D'abord, premièrement, l'Union africaine souffre des mêmes tares que son ancêtre, l'Organisation de l'Unité africaine. C'est-à-dire que l'organisation... Mais regardons vers l'avant. Oui, mais justement, l'Organisation de l'Unité africaine était un syndicat de chefs d'État. Oui. Et l'Union africaine a du mal à se départir de cette réputation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est, sans être adepte du structuralisme, oui. Si on regarde bien l'Union africaine, ben, le mode de fonctionnement fait que quand on est issu des États faibles avec très peu de volonté politique, on ne peut pas être efficace. Cette réforme, lorsqu'on parle de la rationalisation, oui. De rendre l'organisation un peu plus efficace, il a ajouté autre chose, le président Kagame. Il a dit qu'il faudrait aussi modifier les modes de désignation des commissaires. Notamment qu'il faut qu'il y ait un panel qui désigne les commissaires, ensuite recrutés par des cabinets de recrutement. Mais les États ont insisté pour avoir la main dessus, la main dans la nomination. Pourquoi les États insistent? C'est pour avoir un contrôle politique sur ces commissaires. Alors cette affaire de renvoi d'ascenseur dans l'Union africaine qui consiste à dire ben, moi je ne me mêle pas de tes affaires, lorsque moi j'aurai un problème, je voudrais que vous me rendiez l'ascenseur, fait que l'Union africaine ne peut pas être efficace. Bon, en réalité, quand on compare l'Union africaine et l'Union européenne, vous avez aujourd'hui en Europe les populistes qui dénoncent une commission, la commission de Bruxelles, qui compromettrait la souveraineté des États. Et de l'autre côté, vous avez une commission totalement inaudible qui se heurte au mur de la souveraineté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est la ligne médiane? Je rappelle que vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2016. Vous avez d'ailleurs, ça que vous avez revendiqué la victoire, admettons, ou du moins supposons que vous aviez été élu. Comment réglez-vous cette question d'efficacité de la Commission face à la souveraineté des États? Oui, vous parlez de souveraineté des États. C'est tout le danger qui nous guette à l'Union africaine. On brandit toujours cette souveraineté. C'est ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de la bonne gestion, de la bonne gouvernance. Mais il faut un contrôle. Qui contrôle? En Europe, on sait qu'il y a des contre-pouvoirs, il y a des contrôles. Ils ont mis en place le mécanisme d'évaluation par les parlementaires. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de parlement panafricain indépendant? Il y a un parlement aujourd'hui qui n'est pas indépendant du tout. Il est informel. Mais les États sont invités depuis plusieurs années à ratifier, n'est-ce pas, le texte qui instaure l'organe de contrôle qui est le Parlement panafricain. À ce jour, on est à 12 signatures. Sur à 12 ratifications. Ils ne veulent pas un organe de contrôle. Voilà. Ils ne veulent pas de contrôle. Ils ne veulent pas qu'il y ait un Parlement panafricain libre et indépendant qui légifère et qui adopte des normes occidentales. Absolument. Sur le papier, le Parlement existe, hein? Oui, bien sûr. Mais pour le moment, il fonctionne. Non, mais il fonctionne, mais c'est le mot de désignation des députés qui est différent. Chaque pays envoie un certain nombre de 5 pays, 5 par pays. Mais le mécanisme nouveau, lorsqu'il va être ratifié, mettra en place un Parlement indépendant. Indépendant de la Commission dont il dépend actuellement. Et donc libre de contrôler. Or, vous parlez de souveraineté. Dès que vous invoquez le mot souveraineté, la machine elle est bloquée. Et c'est vrai sur cette question de contrôle. Il dit manque de impossibilité d'avoir un droit de regard. Et d'ailleurs, c'est très curieux, le président rwandais Paul Kagame disait il n'y a pas longtemps, lors d'une interview, je ne conseille à personne de se mêler des affaires internes du Rwanda. Alors lui qui est le président de l'exercice de l'Union africaine, pose le mur de la souveraineté. Mais son choix était déjà un choix qui n'était pas judiciaire. Déjà, son choix, c'est quelqu'un qui est le plus grand violeur des droits de l'homme en Afrique. Ça, c'est connu. Absolument. Chez lui, au Congo RD, c'était un choix qui n'était pas judiciaire. Ça, c'est de un. Et ensuite, il a ramené d'abord sa méthode de management au sein de l'Union africaine était dictatoriale. Ça posait, cela a fait braquer beaucoup de grands pays tels que l'Égypte et consorts, parce qu'il y avait moins de concertation lorsqu'il a mené ces négociations. Donc, on ne
peut pas vouloir avoir un organe efficace et manager cet organe de façon dictatoriale. Mais est-ce que structurellement, Vivier Manangou, la difficulté pour l'Union, pour les membres de la Commission, ils sont 10 au total, le président et le vice-président, et puis les 8 commissaires, est-ce que la difficulté ne vient pas du fait que, au fond, c'est des fonctionnaires qui sont nommés, qui n'ont pas de légitimité en termes électoraux? Comment tu fais face à quelqu'un qui est élu par son peuple et qui a la souveraineté, la légitimité du suffrage universel? Bien, mais sauf qu'eux, ils ont une légitimité qu'on appelle la légitimité fonctionnelle. Oui. Bon, donc, mais toute la question ici, regardez, Delors, Jacques Delors a été élu par personne. Qui pouvait contester le fait que ce monsieur-là, à un moment donné, a tenu l'Europe et a porté l'Europe. Il était élu par personne. Mais le discours existe aujourd'hui. Cette légitimité fonctionnelle commence à poser problème. Mais c'est un problème aussi. Ces gens ne sont même pas élus. Justement. Et ils nous disent la taille du poisson qu'on doit pêcher. Mais le problème, c'est que ces chefs d'État qui disent ça, quand on vérifie, ils ne sont pas élus eux-mêmes. Souvent, ce sont des gens qui se sont imposés par la force. Donc, vous voyez, et là, c'est la limite de l'élection, puisque souvent, ils s'imposent par la force dans leur propre pays. Donc, mais pour revenir au Parlement, parce que c'était intéressant ce que disait tout à l'heure. L'organe de contrôle. L'organe de contrôle. Pour revenir au Parlement, le Parlement, en effet, peut être l'intermédiaire autour de cette question de souveraineté. Parce que si vous avez un Parlement, des gens élus au suffrage universel par les peuples, ils auront donc la légitimité à la fois et fonctionnelle de légiférer et de se mettre en face, c'est-à-dire que la Commission deviendrait comme une espèce de gouvernement qui viendrait soumettre son projet devant le Parlement, qui le validerait, qui donnerait donc de la force politique aux commissaires pour dire aux chefs d'État, écoutez, moi j'ai reçu l'aval des peuples africains via l'élection des parlementaires. Voilà. Donc ça serait une espèce, si vous voulez, de contre-pouvoir qui se mettrait en face. Les chefs d'État africains ne veulent pas entendre parler de ça. Parce que l'Union africaine doit être une espèce de syndicat des chefs d'État, comme l'était l'OUA. Et puis le mécanisme d'évaluation par les pairs. Vous voyez bien que c'est la seule chose qui n'a pas été véritablement traitée lors de cette réforme. Alors qu'en 2016, ils avaient dit qu'ah oui, on fera l'évaluation, mais parce que personne ne veut évaluer qui. Quand le président vous dit... À cause notamment de la question de la souveraineté. Mais évidemment. Qu'est-ce que tu viens chercher dans mes affaires? Qu'est-ce que tu veux chercher dans mes affaires? Mais auquel cas, on ne construit rien s'il n'y a pas de solidarité. Vous savez que si vous avez été élu président du Tchad, vous auriez laissé d'autres personnes venir contrôler votre gestion interne du Tchad? Non, le Parlement panafricain ne va pas contrôler la gestion interne des États. Non, je veux dire, dans la configuration actuelle, où on a une commission de l'Union africaine, mais on a aussi la mise en place de ce mécanisme d'évaluation par les pairs, c'est-à-dire que c'est un collège de chefs d'État qui contrôle comment l'autre gouverne. Mais finalement, le MAEP, il fonctionne comment? Le comment? Le MAEP, le mécanisme. Est-ce qu'il fonctionne? Au début, il a commencé à fonctionner. Et puis maintenant, c'est devenu une sorte de gadget. Bien sûr. Mais bon, dans la nouvelle réforme, on l'a incorporé avec le NEPAD. Le NEPAD, oui, mais c'est pour complètement encore bien le toucher. Le NEPAD, il fait quoi jusqu'ici? Nous marquons une coup de pause, on se retrouve. Je voulais juste vous suggérer quelque chose. Le NEPAD a comptabilisé quelque chose. Moi, je suis de ceux qui pensent que ceux qui sont à la base de l'Union africaine, je rappelle historiquement 2 personnes. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. C'est Kadhafi et Alpha Konaré. Oui. C'est les deux qui, par leur volontarisme et leur engagement panafricain... L'ancien président malien. Absolument. Président de la Commission. Pourquoi il n'a pas eu un deuxième mandat? Il était obligé de partir, on l'a pas... Et pourtant, il avait beaucoup travaillé. Mais c'est parce qu'il avait une trop forte personnalité. Exactement. Il aurait pu, lui, faire avancer les choses plus vite que ce qu'on fait actuellement. Bien sûr. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour mon ami, par ailleurs compatriote Moussa Faki. Mais c'est un grand commis de l'État, c'est un grand fonctionnaire. Bien sûr. Et donc, il comme l'était Zuma. Oui, comme l'était Zuma. La chance de M. Konaré, la chance, c'est que c'était un ancien chef d'État. Donc, il n'avait pas de complexe. Il connaît bien le milieu. Il connaît bien le milieu. Et là, l'idée, cette idée... Et Mme Zuma, c'était une ancienne première dame. Cette idée qu'a évoquée Kerwin, qui avait été proposée par M. Kagame, cette idée d'associer des cabinets de recrutement. En fait, un recrutement managérial, comme ça se fait dans une entreprise, pour recruter les commissaires. Enfin, entre nous, mais c'est très anglo-saxon. C'est innovant, mais c'est anglo-saxon. Oui, c'est innovant, mais sur le plan politique, c'est une connerie. Ben, on est d'accord. C'est innovant, mais sur le plan politique, c'est une connerie. Comme Marc, une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.